Ça fait un décor un peu spécial. Ça fait un peu mon cimetière, à mon avis, tu sais. C'est un peu tragique de voir de la matière qui est inerte comme celle-là. Et c'est à la fois triste et prenant là, de penser que ce sont des humains qui ont travaillé dans le temps, au début, ils ont absolument travaillé au pic Pierre-Appel, de voir le courage qu'ils ont eu pour de sortir autant de minerais dans des souterrains, dans des mines aussi profondes que celles qu'on a en Black Lake. Ça dénote que c'est une région qui est très, très forte et ça donne pas beaucoup d'ouverture à la médiocrité et l'enfantillage. Je me souviens lorsqu'on venait à Black Lake, étant un garçon, là, jeune homme, on ne pouvait pas venir avec un habit, par exemple, noir. Tous les vêtements étaient, dans une demi-heure, ça devenait gris. Si le vent était sur ce côté-là, tous les arbres n'arrivaient pas à... Parce que tous les arbres et toutes les feuilles se ramassaient, c'était gris partout. Pour les gens qui viennent ici, tout le monde est presque d'accord à dire que c'est presque pas un endroit vivable. Ça a l'air rude, c'est sec, c'est presque comme un désert. Hein? Mais pour les gens de la région, je comprends beaucoup leur amour et leur ambition et même leur désir de demeurer ici. C'est leur patelin, c'est l'endroit qu'ils sont nés. Je pense que c'est une place où on peut mourir d'une façon aussi ordonnée qu'on pourrait le faire ailleurs. J'ai quitté ici la maison familiale à 2 ans, à peu près 2 ans et demi. On voit que c'est une maison très, très humble, il n'y a pas de prétention, il n'y a même pas de recherche architecturale. Mais enfin, ça a beaucoup de poids, de pesanteur pour nous. Une famille de 16 enfants qui naît dans une maison comme celle-là, ça reste un souvenir bien ardent. Durant la dépression, mon père a acheté une ferme dans les cantons de l'Est et toute la famille est allée habiter là-bas pour pouvoir continuer à manger, à survivre cette période qui était assez difficile. Et tout ce temps-là, vous reveniez quand même régulièrement à Black Lake. Oui, mon père avait fait le trajet de la poste à faire pour le gouvernement dans le temps. Et d'ailleurs, il a travaillé au moins pendant 40 ans à ce métier-là, entre autres choses qu'il a faites. Et on avait l'avantage de venir, étant un petit bonhomme, faire un tour aussi à Black Lake. T'sais. Alors, quand on venait à Black Lake avec votre père, dans le fourgon de la poste, là, Black Lake vous apparaissait peut-être comme la grande ville à ce moment-là. Ah, c'était pour nous la grande ville, c'était une découverte extraordinaire que de venir, je sais pas, on attendait près de la vieille gare qui était sur la gare ici. Je me souviens que mon père nous achetait des sacs de bananes et quand on était assez heureux, mais mon père souvent ne voulait pas qu'on sorte de l'auto pour ne pas se faire écraser par les autos ou le train qui devait arriver d'une minute à l'autre. Des fois, on attendait vraiment en pleine chaleur l'été. Je sais pas, je pense qu'il devait avoir à peu près 105 degrés, 110 à l'intérieur de l'auto. On n'osait même pas faire baisser les vitres, tu sais. Alors, il y a des souvenirs assez chaleureux, je dois dire. Un peu comme dans votre atelier maintenant. Oui, à peu près du même genre, tu sais. Peut-être il y avait au moins plus d'air que j'en ai maintenant à Montréal. Tu sais. Parce que là-bas, vous avez dit dans le canton de l'Est, mais plus précisément où? Saint-Ferdinand d'Halifax. Saint-Ferdinand d'Halifax. C'est sur une ferme. Enfin, on avait 2 fermes, une de 250 acres et l'autre de 250 à peu près. À 13 ans, on labourait déjà les champs. Je me souviens que tous ces champs-là là-bas, on les a labourés soit mes frères ou soit moi-même ayant 15 ans, par exemple. Des pommes de terre, on a planté, par exemple, un printemps 20 acres de terre. Je ne savais pas ce que c'est, ramasser ça à la main. Et on appelait ça ramasser les bacs à patates. Là. On ramassait des chaudières je sais pas, de 4-5 gallons. Moi, ça me tombait sur le cœur. Je vomissais au bout du rang. On recommençait à l'autre bout avant que la rosée soit complètement asséchée.
pour avoir plus de facilité avec un bâton de ramasser. Au lieu d'acheter de la poudre, on appelle ça de la poudre à patate là, dans le temps, pour tuer les germes et les œufs ces bébites qui rongeaient les feuilles. L'hiver, qu'est-ce qu'on faisait ici? L'hiver, ça va être quelque chose quand même. Oui. Vous savez que je m'embête, par exemple, je trouve l'hiver à Montréal très long. Je me souviens pas ici à la campagne d'avoir déjà trouvé une saison trop longue. Toutes les saisons avaient une signification très, très, très forte. Un jour de pluie, c'était formidable. Un jour de neige, c'était formidable. Un jour de soleil, c'était aussi formidable. On n'avait pas le... On était tellement pris, on faisait partie intégrante de la nature. En ville, l'individu n'arrive pas à s'en raccrocher. On jure contre la pluie, alors que les fermiers, souvent, en ont besoin ici. Alors, disons, on savait s'adapter à beaucoup de situations et je parlais tout à l'heure de la montée des eaux tous les printemps, par exemple, dans les fonds ici. Bien, pour nous, c'était une grande révélation tous les printemps. On avait hâte de voir l'eau, je sais pas, se soulever sur presque la moitié de notre terre ici. Je me souviens d'avoir passé des journées entières, moi, une pluie torrentielle sur le lac, vous voyez, le lac William, de passer 3-4 jours à courir après les animaux. Et lorsque l'eau a fini par prendre, disons, une montée au maximum, on a dû aller en chaloupe attaché par les cornes et on en a perdu beaucoup, une vingtaine d'animaux. C'est très, très tragique. Il fallait quand même aller à l'école, M. Vaillancourt, l'été ou l'hiver. Oui, on trouvait quand même le temps d'y aller, beau temps, mauvais temps. Il n'était pas question de prendre de voiture ou quoi que ce soit. Il y avait 1 000 à faire le matin, 1 000 le soir. Et à partir de 5 ans, quoi, tous les jours, moi, à part que du temps où on avait la rougeole ou la coqueluche, je ne me souviens pas d'avoir manqué l'école. On était assidus et même qu'il y a une période, vers la 5e et 6e année, j'étais attitré pour aller réchauffer l'école le matin. Il n'y avait pas d'électricité dans l'école? Oh non, jamais j'ai connu l'électricité. Ici, on se contentait quoi, de la lampe à pétrole, on appelait ça vulgairement la caracine. Dans mon temps, moi, je trouve que c'était très, très beau de pouvoir concentrer, par exemple, la grande famille le soir. On était quand même, avec les ouvriers, souvent, on était 17-18 à table le soir, en autour d'une lampe. Et mon père nous faisait souvent la lecture des journaux de l'actualité. Je me souviens de la guerre 39-45. Tous les soirs, on avait l'Action catholique qui rentrait et lorsqu'il y avait une tempête de neige, on ne pouvait pas y aller. Par exemple, c'était un grand malheur. On aimait bien se tenir au courant de l'actualité. La période de la guerre 39-45 a été, pour nous, même si on était très éloignés enfin, du lieu du champ de bataille, j'ai été fortement impressionné par ce désastre, à un point qu'on avait tellement peur le soir. On s'installait en ligne pour aller au salon. On devait passer à la noirceur parce qu'on avait à peu près 2 lampes à pétrole dans toute la maison. Et il fallait faire ses devoirs dans la petite, on appelait ça dans le grenier ici. C'était un bois qui n'était pas peint. Et il m'est arrivé souvent de passer la soirée à regarder les mouches rôder autour du globe de la lampe et d'espérer qu'elles sautent dans le feu, quoi, de la voir s'éteindre. Il y a un décor assez particulier, M. Vaillancourt, en s'en venant ici, qui est un bout de lac, un marécage extraordinaire. Et peut-être ce marécage ressemble un peu à mon intérieur, cette espèce de désolation. Je dirais pas une aridité, mais des grandes questions vis-à-vis de l'éternel, de l'au-delà, de cette vie terrestre. Même la beauté, je trouve ça souvent triste. Ce décor-là, donc, c'est un peu... c'est vous. Oui, c'est une espèce d'angoisse qui n'est pas de la tristesse. C'est un désir de réflexion, un besoin de solitude, un pouvoir de concentration qui, même si ces éléments sont là, qui sont décharnés un peu, rachetiques, ça a un peu l'impression d'une vie dans le désert, par exemple. J'aimerais beaucoup vivre, par exemple, dans le désert où il y aurait la nature et moi. J'aime pas beaucoup être entouré de choses gaillardes, de choses entraînantes, de choses de toutes sortes. Même si j'aime le plaisir des choses de la vie, foncièrement, je reste quand même très seul.